Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. On va commencer évidemment aujourd'hui avec notre chapitre sur le conflit en Ukraine avec la Russie et toutes les dernières news. Et il y en a eu beaucoup. Je vous rappelle que pour plus de détails et de discussions là-dessus, il y avait le live de ce matin. Très bon article déjà de CNET qui explique comment la guerre, la cyber-guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé depuis 2014. Je vous avais parlé d'autres articles ces derniers jours qui en parlaient. Mais ici, c'est extrêmement bien synthétisé et puis aussi, c'est en français. Autre point important, c'est la suite de la saga Starlink. Elon Musk avait annoncé que Starlink allait devenir actif en Ukraine. Je vous rappelle, c'est son réseau de satellites pour avoir Internet. Eh bien, il a mis les mots et les actes derrière ces mots, puisque dans la foulée, des camions avec des antennes de satellites et des kits de connexion Starlink ont été livrés en Ukraine. Et eh bien, The Verge a demandé à un ingénieur ukrainien qui avait déjà acheté une antenne, de voir si ça marchait. Et il a dit qu'il y a une connexion en 10 secondes. Donc plutôt une bonne victoire ici pour Elon Musk et Starlink, qui vont peut-être aider le pays à récupérer une partie de l'Internet qu'il est en train de perdre non-stop. Autre point, on va parler d'Apple, Google, Microsoft et tous les géants, avec désormais Apple Pay et Google Pay qui sont bloqués en Russie, alors qu'eux avaient commencé à bloquer certains comptes russes. Et surtout, Apple qui vient de montrer un acte assez spectaculaire, puisque Apple vient de couper complètement les ponts avec la Russie. Il n'est plus possible d'acheter des produits Apple sur l'Apple Store. Ils vont essayer d'évacuer tous les employés, notamment en Ukraine, d'Apple. Et désormais, aussi, Sputnik et RT, notamment Russie, d'autres applications de l'État russe ne sont plus disponibles dans l'App Store. Apple s'est fendu d'un communiqué ici assez bref, et Tim Cook lui-même s'est fendu d'un mail global à toute l'équipe d'Apple, enfin toute l'entreprise, pour expliquer pourquoi Apple allait prendre fait et cause pour l'Ukraine ici. On verra en tout cas ce que ça donnera comme conséquence, puisque la Russie était quand même un marché important et que la Russie utilisait beaucoup de produits Apple. Autre point, Namecheap, qui est un service pour des noms de domaine, vient de faire sortir aussi la Russie de ses services et rentre dans le grand bal, vous voyez, de toutes les entreprises tech qui sont en train de couper complètement les ponts avec la Russie. Microsoft, de leur côté, se concentre sur la sécurité et continue de faire le point sur toutes les dernières attaques et les dernières hacks qu'il y a en Ukraine actuellement, avec des posts de blog très intéressants. Et on a aussi des nouvelles de plus sur l'organisation de la fameuse IT Army. Donc je vous rappelle, le gouvernement ukrainien qui avait demandé à des développeurs ukrainiens ou sympathisants avec l'Ukraine de se coordonner via un channel Telegram pour essayer de contre-attaquer, de défendre des sites et des installations ukrainiennes et d'attaquer ou de contre-attaquer des installations et des sites russes. On en voit un petit peu plus ici avec un screenshot notamment des objectifs de cette IT Army qui va essayer de hacker au maximum des infrastructures russes, là où des hackers russes sont en train d'essayer de hacker des infrastructures ukrainiennes. Autre point, Google maintenant va passer un petit peu à tout ce qui est médias. Google et YouTube confirment qu'ils vont complètement désormais bloquer RT, donc je vous rappelle c'est Russia Today et Sputnik. Voilà, ils ne vont pas juste les démonétiser, donc ils vont encore un petit peu plus haut là-dessus dans les sanctions. Facebook, de l'autre côté aussi, a complètement désormais bloqué toute forme de médias qui aurait un lien avec le gouvernement russe. Et on va passer à une autre affaire maintenant, puisque c'est le gouvernement russe lui-même et le ministère des médias de masse et de la propagande et de la censure qui met la pression sur Wikipédia en expliquant que la manière dont Wikipédia est en train d'expliquer le conflit russo-ukrainien évidemment est faux et non juste, et il menace de censurer Wikipédia en Russie si notamment des termes comme invasion sont utilisés. On sent que ça va être une escalade et j'imagine mal comment Wikipédia va céder là-dessus. On reste dans les médias avec Netflix qui aussi ne va plus distribuer de chaînes russes sur son service. Normalement, Netflix était un peu en accord depuis le début de l'année avec la Russie pour diffuser des chaînes d'État russes sur sa plateforme pour notamment opérer en Russie. Désormais, ils vont refuser cette requête et j'imagine très certainement sortir du marché russe là-dessus. On enchaîne avec, je vous rappelle, un petit troll qui s'amusait à traquer les jets des milliardaires, et notamment celui de Elon Musk, que je vous en parlais il y a quelques semaines. Et désormais, il a décidé de traquer tous les jets des milliardaires russes et aussi de Vladimir Poutine. On peut vous dire que Vladimir Poutine ne sort pas pour l'instant du Kremlin,
mais que ses amis, ses riches amis, bougent beaucoup et évidemment, vous pouvez suivre tous leurs déplacements à la seconde près. Enfin, et dernier point sur la guerre de l'information, un article passionnant de Ars Technica qui explique encore une fois la puissance des images satellites des services occidentaux. Et on avait vu notamment que Google avait commencé à stopper la couverture du trafic en temps réel de l'Ukraine pour protéger les déplacements des civils ukrainiens. Et on voit ici à quel point eh bien, les images satellites, notamment occidentales, sont importantes pour découvrir quels sont un peu les mouvements des troupes. Et les mouvements des troupes russes, il n'y a pas que des convois de 60 km de long, il y a aussi des petits campements et des bases secrètes. Et dernier point, eh bien, étonnamment, on se rend compte que les forces militaires russes ne sont pas si bien organisées que ça et que surtout, beaucoup de leurs communications ne sont pas chiffrées ou encryptées. C'est assez étonnant. On s'est rendu compte que sur beaucoup d'ondes radio de type CB, on va dire, pour raccourcir les choses, on pouvait capter énormément d'échanges entre les différentes forces militaires russes qui, alors encore une fois, je ne reprends que ce thread, mais qui est un thread assez crédible et qui a été repris par beaucoup de médias spécialisés en sécurité, eh bien, raconterait un peu la désorganisation et le moral au plus bas des troupes russes qui galèrent pour l'instant en Ukraine. Et c'est étonnant, on peut littéralement se brancher, n'importe qui peut se brancher sur beaucoup d'ondes radio actuellement et intercepter, écouter des messages de communication de l'armée russe, donc en 2022, qui passent toujours par des anciens systèmes radio. Voilà pour l'actualité entre l'Ukraine et la Russie. On va encore une fois essayer de faire une transition sur le reste de cette émission. Un peu compliqué comme d'habitude, comme tous les jours, mais bon, c'est important. Je vais vous parler de moustiques. Oui, voilà, de moustiques, c'est un sujet aussi très important dans ma vie. Voilà, je suis un mec qui se fait piquer par des moustiques en février 2022. Eh bien, je vais acheter peut-être ce système de chez Thermacell, qui est un système intelligent branché sur des smartphones pour gérer une sorte de périmètre de sécurité pour vos moustiques. Ce sont des kits qui coûtent entre 700 et 900 $, je m'en fous, je vais les acheter, et qui pourraient couvrir entre 90 et 150 mètres carrés de surface en essayant de diffuser de manière intelligente une essence chimique basée sur des chrysanthèmes qui apparemment seraient les pires ennemis des moustiques. Voilà, je vais complètement demander au service maison de tester ceci. Ce sera la plus belle note de frais de l'année. Le printemps arrive et les moustiques aussi. On enchaîne avec Google, deux news Google. La première, eh bien, c'est que Google, l'héros des fuites, aurait laissé, via un de leurs distributeurs, fuiter le Google Pixel 6a. Pas de méga surprise, on s'attendait à le voir arriver. Sur le design, voilà, c'est Onyx qui a modélisé ce fameux Pixel 6a. Encore une fois, ce n'est qu'une modélisation, mais ils ont plutôt vu juste par le passé. Et puis surtout, on a le retour de la Pixel Watch qui est en fuite depuis maintenant quasiment un an. Je vous rappelle, c'est John Prosser qui a montré ce modèle. Elle pourrait arriver désormais dans les prochaines semaines. Je vise un petit mois de mai avec la Google I.O. Autre point, Google pourrait vous parler aussi du futur de l'interaction avec leurs produits, puisqu'ils ont montré une nouvelle série de vidéos qui s'appelle In the Lab, et leur division ATAP, qui est leur division hardware, un petit peu de recherche, voudrait montrer comment vous allez bientôt interagir avec les produits Google, c'est-à-dire sans la voix et sans l'écriture, mais juste avec vos gestes. On avait déjà vu ça avec le Google Pixel 4 notamment, qui avait un détecteur de type Soli, et désormais vous allez pouvoir bientôt interagir, parce qu'encore une fois, ce ne sont que des recherches, ce ne sont pas des produits finis, mais voir si, en vous retournant, un objet aura votre attention ou n'aura plus votre attention. Si à un moment vous aurez besoin de faire une pause pour une recette de cuisine ou en écoutant un podcast, etc., il vous reconnaîtra. Il verra si vous commencez à regarder la caméra, donc il va s'allumer. Et donc c'est à la fois merveilleux parce que c'est très naturel, et puis c'est à la fois un petit peu effrayant parce que justement, ces gadgets vont littéralement chercher votre attention tout le temps pour voir s'ils l'ont ou pas. Et évidemment, ils vont vous scanner. Promis juré, ce sera pratique et votre vie privée sera sauve, bien sûr. Ce sera pendant quelques années. Autre point, gadget, je vous rappelle que notre trio de journalistes intrépides, Henri, Raphaël et Kevin, sont actuellement à Barcelone pour voir les derniers gadgets. Allez sur notre site pour toutes les news. Parmi toutes les vidéos et les photos qu'ils nous ont ramenées, on a pu voir les Oppo Air Glass, dont on avait vu les prototypes il y a quelques semaines, qui sont des lunettes de semi-réalité augmentée assez impressionnantes, selon Kevin, vous voyez, qui viennent se poser sur la branche de vos lunettes et qui pourraient carrément sortir sur le marché tel quel et déjà être plutôt performante et convaincante. Autre point, on a vu aussi ActiveLook, une technologie d'affichage tête haute pour les lunettes actuelles, et notamment pour les motards et les cyclistes. Intéressant, on vous rappelle que l'affichage tête haute est toujours plus utilisé, très pratique, puisqu'il vous permet de garder l'œil sur la route tout en ayant des données importantes. Autre point, nous avons vu cette caméra. Où est la caméra? Elle est cachée quelque part, parce que ce sont les nouvelles caméras aussi cachées de chez Oppo, qui font des progrès, vous voyez, dans leur camouflage
très intéressant. Kevin a été plutôt impressionné. Et puis enfin, aujourd'hui, on essaiera d'aller voir cette nouvelle supercharge record, un prototype chez Oppo encore une fois et bientôt chez OnePlus, 240 watts. Je vous parlais hier du concours entre Realme et Xiaomi qui se tirait la bourre à 120, 130, 165 watts, 240 watts ici. Il faudrait 9 minutes pour charger complètement une batterie de 4500 mAh. Ce n'est qu'un prototype par contre, il n'y a pas encore de produit, mais attention, branchez bien des téléphones compatibles s'il vous plaît. On va enchaîner assez rapidement avec une news pas très sexy mais très importante. Je vous rappelle que c'est le bordel dans les normes de câbles HDMI. Voilà. Est-ce que votre câble est un HDMI 2.0, HDMI 2.1 ou est-ce que c'est un câble HDMI 2.1 mais qui n'a que des fonctionnalités de 2.0 ? C'est un bordel. Du côté de son rival, le DisplayPort, on va essayer d'être moins bordélique. Le consortium derrière va essayer de mettre littéralement des labels sur les câbles pour vous donner leur spécificité et notamment leur capacité en termes de bande passante et en termes de résolution. Ce sera en tout cas plus clair pour la future norme DisplayPort 2.0, même si, comme le rappelle cet article d'Ars Technica, des constructeurs peu scrupuleux pourraient sortir des câbles avec des appellations trompeuses, donc il faudra faire attention d'acheter quand même des câbles qui ont été certifiés par le consortium derrière le DisplayPort et voir s'il est certifié, donc vous voyez UHBR 40 ou 80 pardon. On enchaîne avec une autre connexion et un autre câble, c'est pas du DisplayPort aujourd'hui, mais c'est l'Ethernet. Je vous avais parlé des câbles Ethernet très courts que Reddit s'amusait à faire. Aujourd'hui, petit moment de respect et de silence pour David Boggs, qui est le co-créateur de câbles Ethernet et qui est décédé il y a quelques jours maintenant, à l'âge de 71 ans. Encore un des génies qui a fait partie de la fameuse génération Xerox, et d'où est partie une bonne partie de l'informatique, on va dire moderne, dans les années 70-80. Et en tout cas, bien sûr, respect à lui. C'est grâce à lui qu'on peut quand même beaucoup se connecter sur plein de choses ces derniers temps. Parlons maintenant de voitures avec une grande première. Eh bien, pour la première fois, c'est un constructeur sud-coréen qui a sa voiture élue voiture de l'année. Et c'est une demi-surprise puisque c'est la Kia EV6 qu'on va essayer de tester très vite, qui a été élue voiture de l'année. Et c'est un carton plein puisque la troisième voiture au classement n'est autre que la Hyundai Ioniq 5 qui partage la même plateforme que la Kia EV6. Et donc on l'avait vu dès lors de l'annonce, dès lors des premiers tests et des premiers contacts, notamment chez nous avec la Ioniq 5. On s'attendait à ce que ces voitures cartonnent et viennent vraiment plus que concurrencer les fameux modèles Y de chez Tesla par exemple. Très belle consécration pour Kia et pour Hyundai pour les voitures de l'année 2022. Et on restera là-dedans puisque on a vu qu'aux États-Unis, vous allez pouvoir utiliser en partenariat avec Kia un service de charge à domicile. C'est-à-dire qu'avant, vous alliez charger votre voiture sur un superchargeur. Et puis d'un autre côté, il y avait les Deliveroo et les Uber Eats et les Gorillas de la livraison. Et bien désormais, voilà, vous avez des gens qui vont venir vous livrer, pas vos courses, mais vous livrer de l'électricité là où vous êtes si vous n'avez pas le temps de faire le plein. Ils vont arriver avec leur petite batterie portable, vous chargez votre voiture et repartir chez eux. Ça s'appelle Currently aux États-Unis et ils ont signé un partenariat justement avec Kia. On termine avec les voitures. L'actu très très triste et un peu déprimante et un peu polluante aussi de ce navire qui transportait 4000 véhicules du groupe Volkswagen, donc des Volkswagen, mais aussi des Audi et des Porsche et des Bentley. 4000 voitures, dont des véhicules électriques, dont certaines batteries auraient, selon le commandant, pris feu il y a 3 semaines, un feu impossible à éteindre. Et le bateau, le Felicity Ace, qui tentait d'être remorqué justement littéralement en brûlant, aurait coulé. Selon les dernières news, il aurait coulé en chemin. Et donc ça va être très compliqué aujourd'hui d'aller chercher cette énorme épave qui gît à plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres sous l'eau, avec à son bord énormément de voitures et donc aussi d'agents polluants. Je ne sais pas ce qui va se passer, on essaiera de suivre cette affaire avec vous, mais c'est évidemment extrêmement triste et déprimant. On va passer un petit peu à la politique très rapidement avec, je vous rappelle, Joe Biden qui a fait The State of the Union, qui est une sorte de grande conférence générale sur la politique du président américain, et qui, dans son speech, a fait tout un point sur notamment la sécurité des enfants et sur la vie privée des enfants et le tracking des enfants sur Internet. Il veut absolument mettre en place des mesures pour protéger ces derniers qui sont un peu naïfs par rapport à ce qui pourrait se passer. Et c'était plutôt intéressant de voir que c'était un peu le point le plus important sur sa politique, notamment numérique. Vous pouvez revoir l'intégrale du discours, évidemment, sur le site de la Maison-Blanche. On va rester aux États-Unis avec ce coup-ci
un hack très important. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Nvidia a été piraté. Ils ont annoncé que oui, ils ont bien été piratés. Ils ont annoncé aussi qu'ils ont commencé à contre-attaquer avec des enquêtes. Ils n'ont pas attendu de porter plainte pour ça. Et on commence à voir les résultats du hack. Et eh bien, ce hack pourrait être extrêmement grave puisque des données confidentielles, notamment des codes sources, celui du fameux système DLSS, aurait déjà commencé à fuiter. Donc c'est très très important avec eh bien, un gang qui s'appelle Lapsus Dollar qui aurait revendiqué le hack. Et aussi, on le voit dans les fuites, eh bien, on a vu que une Switch 2 est apparue à plusieurs niveaux. Donc une Switch 2 qui serait plus puissante avec notamment l'intégration du DLSS et notamment le NVN qui est un peu le framework de code entre Nvidia et Nintendo, NVN version 2 qui aurait été vu ici. Et on a aussi vu un chipset nom de code D939 qui laisserait en tout cas penser que Nintendo et Nvidia bossent sur une nouvelle Switch. Évidemment, il n'y aurait aucune surprise parce qu'il y aura bientôt une nouvelle console Nintendo un jour. Est-ce que ce n'est qu'un prototype ou est-ce que c'est quelque chose qui arriverait très bientôt? Je vous laisse seul avec vos petits pronostics. On enchaîne avec une news NFT. Évidemment, une news NFT, c'est toujours sexy. Avec, je crois, la performance artistico-NFTesque et la plus artistico-NFTesque de ces derniers jours. Puisque un artiste qui s'appelle Shloms a acheté avec son équipe eh bien, une Lamborghini et a décidé de la faire exploser. Pourquoi ? Eh bien, pour dénoncer le capitalisme et pour dénoncer la folie autour des NFT et de la spéculation. Ok, alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a fait exploser et puis après, eh bien, il a pris en photo et en vidéo 888 débris et il les a vendus en NFT. J'ai pas bien compris, mais je ne sais pas comment il a voulu dénoncer les NFT en revendant des NFT. Mais voilà, c'est important, on va dire que c'est de l'art. On termine avec de l'écologie et du gaming. L'écologie avec l'indice de réparabilité qui est dénoncé par l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Je vous rappelle que nous travaillons notamment avec HOP et Auxilia pour l'indice de durabilité des numériques. Et je vous rappelle que l'indice de réparabilité, lui, est une initiative du gouvernement qui est insuffisante selon HOP, puisque je vous rappelle que c'est un indice qui est déclaratif pour les constructeurs, donc ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, déclarer quand ils le veulent, et puis qui surtout leur permet d'être extrêmement optimistes dans leur méthode de calcul, dans leurs mesures pour obtenir des bonnes notes sur un indice de réparabilité. L'association HOP qui évidemment demande à patcher un petit peu cet indice, à le rendre un peu plus exigeant. Le gouvernement, si vous avez besoin de monde pour du consulting sur des indices de durabilité, des tests un peu plus durs, voilà, un indice s'affiche à côté de moi, c'est JDR. On termine avec du gaming et évidemment le Steam Deck, que j'ai toujours pas reçu. Mais je vous rappelle que le Steam Deck est sorti avec un petit jeu gratuit dans l'univers de Portal. Et bien bonne nouvelle, ce jeu est désormais jouable pour tout le monde. Donc si vous aimez l'humour aride de Portal, même si ce n'est pas vraiment un jeu Portal, vous pouvez désormais vous y adonner pour une trentaine de minutes. Dernier point qui nous fera peut-être moins sourire ce coup-ci, eh bien on aurait potentiellement des problèmes de stick drift sur le Steam Deck. Oui, des utilisateurs ont commencé à avoir des problèmes de fiabilité. Ce serait Software et Hardware selon Valve qui aurait livré déjà un premier patch qui effectivement commencerait à corriger cela. Donc ouf, on respire parce que pour les personnes qui avaient un stick qui driftait, eh bien pour l'instant c'est corrigé de manière software, même si d'un autre côté apparemment ça réduit un peu la précision du stick. Affaire à suivre quand on aura notre Steam Deck. On se retrouve demain quand on aura notre Steam Deck. À très vite.